Et c'est parti pour le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique dédié une fois par mois à l'analyse fondamentale d'un cas d'investissement avec les équipes de Clartan Associés chaque premier vendredi du mois à 17h45. Et en l'occurrence, nous avons le plaisir d'être en plateau avec Nicolas Descoq, gérant chez Clartan Associés. Bonjour Nicolas Descoq. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. On va aborder ensemble le cas d'investissement Shell, un cas qui va nous permettre de parler également d'actualité. Parce que ce qui est intéressant avec l'histoire de Shell, c'est qu'on va comprendre indirectement ce qui se joue avec le conflit en Russie, en Ukraine, en lien avec l'entrée de la Russie en Ukraine, sur le fond de l'énergie et des matières premières, et notamment du pétrole. Mais on va commencer par le début, on va revenir sur le cas d'investissement Shell, avant de comprendre l'impact de l'actualité directe sur ce cas d'investissement. Quelle est l'histoire, Nicolas, du cas d'investissement Shell ? Oui, alors donc Shell, c'est la plus vieille société énergétique en Europe, la plus grande aussi. Donc c'est une société historiquement qui date de la fin du 19e siècle. Donc en fait, il y avait deux branches. Il y avait une branche anglaise qui était Shell, qui avait été créée par un trader de matières premières à Londres qui s'appelait Marcus Samuel, et puis une branche néerlandaise qui s'appelait Royal Dutch, c'est pour ça que ça s'appelait Royal Dutch Shell. D'accord. Et donc qui ont été fusionnés, si ma mémoire est bonne, au début du XXe siècle. Donc voilà, il y avait un PDG très connu dans l'entre-deux-guerres qui s'appelait Henry Deterding, qui l'a vraiment transformé en une très très grosse société énergétique européenne. Notamment au début du XXe siècle, ils avaient développé le pétrole à bas coût. Donc D'accord. ça nous amène un peu vers la Russie. Donc en fait, il y avait deux grosses sociétés historiquement dans l'énergie. Il y avait Standard Oil aux États-Unis, qui eux avaient développé du pétrole en Amérique du Nord, en commençant par la Pennsylvanie, et Shell, Royal Dutch Shell, qui avait développé le pétrole de bas coût. D'accord. Voilà, et dont ils ont été expropriés en 1917 au moment de la révolution bolchevique. D'accord. Donc c'est on revient sur des sujets d'actualité. Là, on est en plein dedans là. Ouais. Ouais. Donc voilà, la société a vécu sa vie. C'est un producteur d'hydrocarbures. Historiquement, elle est complètement intégrée sur toute la chaîne. Donc je pense que les téléspectateurs connaissent bien, puisque tout le monde, j'imagine, est allé faire le plein de sa voiture dans une station Shell en France, c'est très connu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez les stations-service, ça c'est le bout de la chaîne, le client, vous avez les raffineries, vous avez la pétrochimie, vous avez du gaz, ils produisent et ils commercialisent énormément de gaz, et vous avez enfin le pétrole. D'accord. Donc ils ont des champs de pétrole un peu partout dans le monde, notamment beaucoup de champs offshore aux États-Unis, au Brésil, en Afrique. Ils ont des installations de gaz aussi partout dans le monde. Ils ont un très très grand portefeuille de gaz naturel liquéfié. Voilà. Et donc, en plus de ça, plus récemment, ces dernières années, donc ça date de, je dirais que ça n'existait pas vraiment il y a 10 ans, même si eux prétendront probablement le contraire, mais ils ont commencé à s'orienter vers les énergies renouvelables. D'accord. Puisque tout le monde prend conscience que bientôt... bien sûr. Et ça amène les deux questions fondamentales aujourd'hui sur un cas d'investissement comme Shell. C'est transition énergétique, et deux, situation en Ukraine. Alors on peut peut-être commencer par ce sujet de transition énergétique. Donc on voit chez Shell, comme chez d'autres groupes pétroliers, depuis une dizaine d'années, une volonté de diversifier finalement les activités énergétiques et les sources d'énergie. Voilà, exactement. Alors ils ont bien compris qu'en fait le futur était à la décarbonation de l'énergie. Donc ils ont un certain nombre d'actifs dans lesquels ils vont investir relativement peu, les actifs d'hydrocarbures. Et ensuite, à l'horizon 2050, ils veulent être complètement neutres en carbone. Et donc ils vont développer des activités énergétiques décarbonées. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire passer par l'électrification d'abord. Donc on va électrifier le système énergétique, les voitures électriques, mais pas que les voitures électriques. Donc en pratique, ils ont un certain nombre... Maintenant, ils ont un plan tout à fait détaillé sur de long terme sur ce qu'ils veulent faire. Donc notamment, ils veulent être présents dans l'hydrogène, ils veulent être présents dans la production d'électricité décarbonée, donc des éoliennes, notamment des éoliennes en mer, du photovoltaïque. Et ça, peut-être à la différence d'autres sociétés en Europe, ils vont le faire, et ils vont être capables de le faire partout dans le monde. Et ensuite, ils veulent aussi séquestrer du carbone. Ça, je pense que ça va se faire en mer du Nord, dans des vieux champs de gaz. Et il y a aussi une partie qu'ils appellent naturelle, c'est-à-dire ils voulaient planter des arbres, énormément d'arbres pour compenser, pour séquestrer le carbone qui est émis par les hydrocarbures. Voilà, ça c'est vraiment, ça va se faire sur plusieurs décennies. Mais donc il y a toute une palette de solutions qui va nous amener dans 30, 40 ans à quelque chose de complètement décarboné. Et alors, donc
si on fait le lien avec l'actualité, alors donc Shell est un cas d'investissement extrêmement intéressant parce que du coup, on est sur une entreprise pétrolière, gazière, donc qui diversifie effectivement ses activités, mais donc on est en phase de transition, comme pour beaucoup d'entreprises. Au moment où la Russie donc du coup entre en Ukraine, on constate une flambée sur les prix des matières premières et notamment sur le pétrole, hors pétrole russe qui lui pour le coup recule parce que plus personne n'en veut. Cet environnement, quel impact il peut avoir sur une entreprise comme Shell à court, moyen et long terme? Alors, à court terme, il y a deux impacts. Premier impact, c'est les activités en Russie de Shell sont gelées, je dirais. Donc, Shell avait une participation dans une usine de gaz naturel liquéfié sur l'île de Sakhalin. C'est une île qui est à côté du Japon, qui s'appelle Sakhalin 2, dans laquelle ils avaient 27% ou 27,5%. Et donc, ils ont annoncé qu'ils allaient sortir de cette position. Alors, en pratique, je ne sais pas comment ils vont faire vraiment pour sortir, mais en tout cas, il y a une déclaration d'intention. Donc, ça, c'est la première chose. C'est une participation dans une entreprise, pour le coup. Oui, alors c'est souvent, en fait, dans les champs d'hydrocarbures, souvent, on a les sociétés ont des participations minoritaires. C'est vrai que ils s'associent toujours. Voilà. Donc, c'est quelque chose de très classique, mais en pratique, ça veut dire qu'ils ne retireront plus de revenus de la Russie. D'accord. Mais c'est relativement modeste dans le portefeuille de Shell qui est vraiment présent partout dans le monde. Le deuxième impact, c'est l'augmentation des prix des hydrocarbures, le pétrole, mais aussi le gaz. Bien sûr, surtout bien le gaz. sûr. Ouais. Donc, le gaz plus 75%, je crois. Voilà, donc ce que ça fait, c'est que là, maintenant, tout de suite, il faut être clair, Shell profite énormément de la situation, même si c'est très probablement contre son gré, et donc génère énormément de trésorerie. Qu'est-ce qu'elle va faire de cette trésorerie? On verra, elle a quand même de la dette, elle avait un objectif de désendettement, donc ça va accélérer ce désendettement. Et puis en plus, ensuite, je pense qu'elle va orienter cette trésorerie vers ses investissements décarbonés, même si on ne peut pas tout accélérer immédiatement. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, on est dans une situation donc, où la transition énergétique n'a jamais été aussi urgente et en fait, on voit que les activités pétrolières et gaz sont des activités très rémunératrices en 2021 et en 2020 et de surcroît début 2022 avec cette guerre en Ukraine. Alors en 2021 et 2022, oui, mais pas en 2020. Pas en 2020, c'est vrai. Les secteurs des matières premières sont des secteurs très cycliques où quand la demande disparaît, comme au moment du premier confinement, quand il y a un tiers de la demande qui disparaît, à ce moment-là, elles vont à zéro et à ce moment-là, ces sociétés font des grosses pertes. Et à l'inverse, quand il y a une source d'approvisionnement importante comme la Russie qui du jour au lendemain quasiment est coupée, à ce moment-là, il y a une flambée des prix. Donc ça, ce sont des sociétés qui sont faites en fait pour... en fait, il y a des tempêtes et ce sont des gros paquebots qui sont faits pour traverser les tempêtes. D'accord. Oui. Voilà, ça va... Le contexte actuel ne va pas durer éternellement. De toute façon, on ne sait pas exactement quand ça va durer. J'écoutais vos invités précédemment. C'est vrai qu'il n'y a aucune visibilité. Mais bon, les guerres finissent toujours par s'arrêter. La question, c'est quand elles s'arrêtent. Et alors, si je reste sur ce sujet ukrainien, puis après on reviendra peut-être sur la transition énergétique, mais à long terme, des hausses de prix du baril du pétrole aussi importantes qui, d'ailleurs, on est aux alentours de... on est allé jusqu'à 120, on est redescendu un petit peu, on est aux alentours de 112, je crois, actuellement. Il y en a qui parlent d'aller jusqu'à 150, même parfois d'autres plus. Ça veut dire que, est-ce qu'à long terme, mécaniquement, ça peut casser une certaine demande de gens qui ne pourraient plus acheter de barils de pétrole et qui, du coup, se tourneraient vers d'autres énergies? Alors, à long terme, oui, à long terme, si on augmente massivement si les prix du pétrole augmentent, c'est-à-dire vont à un niveau de destruction de demande, oui, ça va casser la demande. Et ça va casser la demande, il y aura un impact durable, ça c'est clair. Après, est-ce que ça va être le cas? Je crois que c'est un problème politique. Parce que quand on regarde ce qui se passe, il y a eu des sanctions qui sont des sanctions, en fait, tout était fait pour que les flux de pétrole et de gaz puissent continuer. Bien sûr, politiquement, oui, complètement. Politiquement, oui. Mais ce qui se passe, c'est que là, en ce moment, les sociétés privées qui sont censés être les intermédiaires refusent refusent de trader avec la Russie. Et je comprends, moi je ferais exactement la même chose parce que personne, on parlait de risque de réputation, personne, aucune société, certainement pas Shell et certainement pas Total ou BP, ne veut laisser l'impression au monde entier et en particulier à ses clients qu'elle participe à l'effort de guerre russe. C'est pas possible. Donc ce qui est en train de se passer, c'est que personne ne veut être contrepartie des sociétés russes qui vendent ces barils, même si c'est autorisé par les sanctions. Donc, si on ne fait rien, et là, je ne sais pas si les gens à Bercy nous écoutent, mais il faudrait que... En fait, c'est un problème politique.
que le secteur privé ne peut pas régler parce que le risque réputationnel est trop fort. Et si on veut que les barils russes continuent à arriver en Europe et que le gaz russe continue à arriver en Europe, il faut que l'État intervienne et que l'État soit intermédiaire. Parce que c'est un problème politique, c'est un risque politique, donc c'est à l'État de venir acheter ces tankers et éventuellement, après, les sociétés énergétiques peuvent les acheter à l'État parce que là, il n'y a pas de risque. Quel risque à long terme de ne plus avoir de pétrole russe en Europe ? Ah bah là, en fait, le marché du pétrole, c'est un marché de 100 millions de barils par jour, pour faire simple, dans le monde. D'accord ? Le pétrole russe, c'est 11 millions de barils. Après ça, il y a des condensats, disons que c'est 12-13. Et ils en exportent 8. Donc, si les exports tombent à zéro parce que plus personne ne veut les acheter, vous enlevez 8 millions de barils du marché. Il va y avoir une perte de demande un peu en Russie, mais vous voyez que c'est un choc absolument énorme. Bien sûr, oui. C'est la dernière fois qu'on a vu ça, et encore c'était un peu plus faible, c'était en 1991 au moment de la guerre en Irak, où il y avait eu 3 ou 4 millions de barils qui à l'époque avaient été retirés du marché par l'invasion du Koweït par Saddam Hussein. Donc ça, il n'y a aucun moyen, l'Arabie Saoudite, à court terme, il n'y a aucun moyen de compenser ça. Donc la seule moyen de compenser, c'est de limiter la demande. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on s'auto-limite. Et les énergies renouvelables, il nous reste quelques secondes, ça peut être un accélérateur de diversification de sources d'énergie, que ce soit pour des groupes comme comme Shell à long terme. À long terme, à court terme, c'est pas du tout à l'échelle. On peut pas régler en 3 semaines avec des énergies renouvelables un problème comme ça. C'est sur des années, voire des décennies que ça règle la question, les énergies renouvelables. Ouais. Et ça repose la question de la destruction de la demande à ce moment-là, savoir si la demande a été détruite, effectivement. Ou alors il faut que le politique intervienne pour que les barils et les mètres cubes de gaz puissent venir en Europe, parce qu'il est clair que le secteur privé, je sais pas, c'est comme si votre boulanger était un meurtrier, vous voulez plus lui acheter de pain. Là, c'est un peu la même chose. Les gens ne voudront pas traiter avec les Russes. Les entreprises ne veulent pas prendre le risque, effectivement, je comprends très bien, de traiter avec les Russes. Merci beaucoup, Nicolas Decaux, gérant chez Clartan Associés. Donc, on est parti du cas d'investissement Shell. On a un petit peu dévié, et c'est normal, sur la situation du pétrole, donc en lien avec la guerre en Ukraine. Donc, du coup, suite à l'invasion, on peut dire, de la Russie en Ukraine. Merci donc Nicolas Decaux, gérant chez Clartan Associés. Merci à vous également de nous avoir suivis, et je vous donne rendez-vous lundi prochain à 12h30 pour un nouveau numéro de Smart Bourse.